Je pense que je n'ai pas réussi à mobiliser pour plusieurs raisons. La première, c'est que il y a 2 ans, j'avais décidé de ne pas me présenter aux élections municipales, donc j'avais pris du recul puisque c'est Didier Pilon qui était chef de file de l'opposition. Et mon retour était assez tardif en fait. À partir du moment où j'ai commencé à réfléchir à la possibilité de me présenter, le temps de rassembler aussi, parce qu'il était important pour moi de rassembler les sensibilités de droite comme du centre, avant de m'engager. Donc je n'avais pas envie d'y aller tête baissée et d'avoir malgré tout un soutien et un support, d'autant plus que je n'ai plus d'étiquette politique. Ça aussi, c'est la différence aussi par rapport aux élections précédentes, c'est qu'avant, j'avais un parti et une base électorale qui était acquise en fait. Et j'avais l'impression pendant cette campagne que je me présentais comme si je me présentais pour la première fois. Et finalement, c'était bien. Là, honnêtement, quel que soit le résultat, c'était une bonne chose parce que j'étais libérée quelque part des freins, qui sont liés à la loyauté que j'avais à l'égard d'un parti politique. Et j'ai commencé en fait comme si je démarrais pour la première fois une campagne. Et ce qui était intéressant, c'est que pendant cette campagne, j'ai attiré des personnes qui n'étaient ni de droite ni de gauche, qui étaient même, surtout parmi les jeunes, qui étaient plutôt dégoûtés de la classe politique. Et ils ont apprécié en fait cette démarche, de se dire je me libère des partis politiques, des appareils politiques, pour faire les choses à ma manière. Et je dirais que la fierté que j'ai aujourd'hui, quel que soit le résultat, c'est d'avoir fait les choses à ma façon. Et vous avez réussi à rassembler toute la droite conservatrice du département de la Mayenne. Conservatrice, pas forcément, parce que vous voyez bien que le RN a eu un score plutôt honorable pour un candidat qui est arrivé l'été dernier. Donc je pense qu'il y a quand même une partie de la droite conservatrice qui a voté plutôt RN, clairement. Donc je pense que j'ai fait un score qui correspond probablement à un score que j'aurais fait... je veux dire, avec ou sans parti, je pense que mon nom commence quand même à agréger quelques personnes qui sont là pour faire avancer la ville, au-delà de toute appartenance politique. Donc voilà, je dirais pas que c'est la droite conservatrice, sinon si on aurait siphonné quand même l'électorat RN, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Il a fait un score qui est quand même assez peu important par rapport aux scores nationaux qui débordent. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que malgré tout, vous avez un tout petit peu pris des voix de cette droite conservatrice Honnêtement, je ne pense pas. Je pense que ce qui a joué contre lui, c'est le fait qu'il soit arrivé assez tardivement dans le département. Donc ce n'est pas quelqu'un du terroir. Moi, je me rends compte, sachant que je suis arrivée il y a une vingtaine d'années, je sais que c'est très difficile de faire sa place. Et par contre, il est là pour durer, clairement. Donc je pense que Guillaume Garot, notamment législative, a du souci à se faire. Moi, je me suis toujours dit que le RN, le jour où ils auront un candidat jeune, motivé, ancré, il peut faire très très mal. Parce qu'avant, on me disait, bon, le département de la Mayenne, c'est un département centriste, le RN ne pourra jamais s'implanter. C'est une terre modérée. C'est une terre modérée, c'est ce qu'on dit régulièrement. Mais en même temps, on voit bien qu'aujourd'hui, on a 2 élus du Rassemblement national. On en avait un en 2014, c'était déjà quelque chose d'historique. Et aujourd'hui, avec 2 élus à Laval, c'est juste quelque chose à laquelle on ne s'attendait pas. Et c'est pour cette raison que j'estime que nous n'avons pas vraiment capté l'électorat droite conservatrice, probablement pour plusieurs raisons. Et samedi, juste avant le premier tour, je faisais le marché et j'ai rencontré une gentille dame qui était plutôt un soutien, qui me met dans ses bras, qui m'embrasse et qui me dit « Ah Samia, moi je vous soutiens et je vais voter pour vous ». Mais je m'inquiète parce que j'entends autour de moi que certaines personnes ne veulent pas voter pour une femme. Et en fait, ça m'a fait réfléchir parce que tant les dernières années, les dernières élections, j'avais conscience en fait de mes faiblesses, qui sont notamment le fait que je suis issu de l'immigration. C'est une réalité, je fais avec. Ce n'est ni une tare ni rien, mais c'est comme ça. Donc je fais avec. Et souvent les personnes qui me sont proches me disent « Mais si tu avais été dans une grande ville, ça fait longtemps que tu aurais été élu. » J'en ai conscience de cette faiblesse, mais ça ne me décourage pas pour autant, parce que pour moi, se présenter, pour quelqu'un comme moi, se présenter, c'est aussi relever un défi et gagner une élection pour moi à Laval ou en Mayenne, c'est une leçon en fait. J'ai pas envie de donner de leçons à qui que ce soit, mais j'ai envie de prouver aussi à ceux qui sont issus de l'immigration notamment, que c'est possible.
Et à chaque fois que je m'engage, je me dis c'est pas grave, même si le combat est difficile, parce que je vais souvent dans des combats très difficiles, là où personne n'a le courage d'aller, notamment au municipal cette année. Mais je le fais quand même, parce que je me dis j'ai la responsabilité aussi de donner une belle image de l'immigration, une belle image aussi des femmes qui font la politique. Et c'est aussi pour cette raison que je me suis imposé une certaine rigueur pendant cette campagne de droiture, je voulais vraiment mener une campagne propre, parce que je me suis dit que ça marche ou pas, j'ai envie de laisser une belle trace d'une femme qui a mené cette campagne avec courage, et que je ne fasse pas honte quelque part aux personnes qui se reconnaissent dans ce que je suis. C'est pas le cas. Alors vous êtes une femme, vous êtes effectivement issue de... Vos origines sont avec vous, et comme les miennes d'ailleurs, hein. On ne les renie pas, c'est évident. Mais en même temps, vous avez fait venir Bruno Retailleau. Est-ce que ça n'a pas été un peu contre-productif? Ça, c'est un autre trait de mon caractère, c'est que je n'ai pas la lâcheté de cacher mes amitiés. Vraiment. J'ai conscience que ça peut faire perdre quelques voix. Bruno Retailleau, c'est quelqu'un qui m'a donné ma chance, parce que j'ai été vice-présidente, et la première vice-présidente issue de l'immigration, sous sa présidence de région, donc il faut lui reconnaître. Et pour moi, l'amitié passe avant tout, et notamment les intérêts politiciens et politiques, vraiment. Pour moi, c'était un ami qui venait me soutenir, c'était un ancien ministre de l'Intérieur qui avait des choses à dire, on en pense qu'on veut, c'est quelqu'un qui est assez solide, qui a de bons arguments, qu'on soit d'accord avec lui ou pas. Il me semblait important de l'écouter sur un sujet qui me tenait à cœur pendant cette campagne. Et bien sûr, parce que de toute façon, une défaite, c'est l'addition de plusieurs choses. Défaite ou échec? C'est les deux. Donc, c'est les deux. Défaite, ça veut dire qu'on perd, on en prend conscience. Échec, ça veut dire qu'on tire les enseignements de ce qui se passe et que peut-être on arrête. C'est pas votre cas, vous ne voulez pas arrêter. Non, mais non. Vous serez toujours là, vous serez dans l'opposition. Oui, bien sûr. Vous allez siéger. Bien sûr. Vous serez chef de file. Je serai chef de file, évidemment. À partir du moment, j'ai mûri ma décision en fait, sachant que j'avais mûri ma décision pour ne pas me présenter aux élections municipales, et ça m'avait pris un peu de temps. Dans l'autre sens, il a fallu prendre aussi quelques mois avant de m'engager, et ma responsabilité c'était d'y aller, clairement, parce que je voyais bien qu'il n'y avait personne. Et si je n'étais pas partie, il y aurait eu un duel RM et Florian Berco. C'est la réalité qu'on a aujourd'hui en fait. Et je me dis, je ne le regrette pas, parce que j'ai fait entendre une autre voix que celle de la gauche, que celle du Rassemblement national, et j'ai réussi au moins ça. Donc ça c'est hyper important pour moi, et voilà, donc je ne regrette pas d'être partie, et puis j'avais cette responsabilité aussi de préparer la relève. En fait, l'erreur que certains politiques font, c'est qu'ils pensent à eux, à leur carrière, ils s'accrochent, et ils ne préparent pas l'avenir, et du coup quand ils tombent, quand ils perdent, tout s'écroule. Je ne veux pas, en fait, que suite à une défaite, à un échec, tout s'écroule. D'où l'intérêt que j'ai porté, en fait, à aller chercher des jeunes qui ont envie, qui veulent être là, pas parce qu'il y a un parti politique, pas parce qu'ils ont des ambitions, mais parce qu'ils veulent participer au développement de leur ville, à faire avancer leur ville. Agathe et Florian. Et donc Fabien, notamment, et puis il y en a d'autres qui sont un peu plus bas, mais Henri, il est encore jeune, il a 35 ans, Henri Renier, et pour moi, ils avaient toute leur place parmi les 10 premiers de la liste, et c'était ma volonté, parce que quand on se présente à une élection municipale, surtout quand on se présente contre un maire qui est plutôt ancré, jeune, on anticipe aussi la défaite, et pour moi, il me semblait important que cette génération puisse trouver sa place, qu'on lui tende la main, qu'on lui fasse confiance. Et ça sera ma responsabilité aussi, c'est de les préparer à s'engager, à se présenter aux élections à venir. Et ça sera ma responsabilité, je l'assumerai. Alors, Kamel Ogbie s'est présenté, il a fait moins de 4, 3,9. Si ça avait été quelqu'un d'autre, on pense à Bruno Berthier, qui avait fait une liste, qui avait 33 noms, qui n'a pas pu la concrétiser, parce que Paris devait débrancher, selon ses propres termes, Kamel Ogbie, ce qu'il n'a pas fait, il ne voulait pas se déjuger, Paris. Si ça avait été lui, est-ce que ça aurait été différent pour vous? Pour moi, pour Florian Berco, pour tous, l'histoire aurait été différente. On ne va pas la réécrire, mais oui, ça aurait été différent, probablement, parce que... Peut-être un Rassemblement national moins fort, encore? Je ne sais pas, mais
Non, pas forcément. Je pense que le Rassemblement national aurait probablement fait son score, hein, parce que Bruno Berthier aurait probablement piqué plus des voix à Florian Bercaud, parce que c'est plutôt un centre-gauche. Et puis il a l'expérience aussi des campagnes que Kamal Oghbi n'avait pas. Moi, Kamal Oghbi, il a beau être la France insoumise, parce que je fais la différence entre un parti et ce qu'il y a derrière, les femmes et les hommes qui sont derrière les partis. C'est quelqu'un d'honnête. J'ai découvert vraiment quelqu'un de droit. Et c'est vrai qu'il a eu du mal à s'imposer, parce que c'était sa première expérience, sa première élection. Et clairement, si ça avait été Bruno Berthier, il aurait fait bien meilleur score. Moi, je sais qu'il s'est rapproché des Insoumis, Bruno Berthier, pour constituer une liste commune, et que les Insoumis ont refusé. C'est tout à leur honneur, en fait, parce qu'ils ont leurs valeurs. Et moi, même si je dénonce les extrêmes, qu'ils soient de gauche ou de droite, vraiment, j'admire les gens qui s'engagent avec courage, même quand ils ne sont pas issus de ce milieu qui est difficile. Et voilà, donc c'est... Toujours cette envie de ramener vos origines, j'allais dire des origines modestes, ce qui n'est pas non plus, comment dirais-je, un problème, et en même temps ce souci de l'autre tout en étant dans la droite républicaine. Comment est-ce que finalement ce paradoxe arrive à vivre en vous? Je pense, je suis la preuve que probablement il n'y a ni droite ni gauche. Pas à la sauce macroniste, mais je pense qu'on peut avoir un côté plutôt droite, même si je me dis le travail c'est une valeur universelle en fait, elle est ni de droite ni de gauche. La sécurité n'est ni de droite ni de gauche, tout le monde doit se soucier de la sécurité de ses administrés et de sa propre sécurité, mais je pense que c'est ancré en moi, même si au Maroc on n'est ni de droite ni de gauche, mais ma famille avait cette sensibilité sans la nommer finalement, parce qu'il fallait travailler dur, il fallait mériter ce qu'on a. Je ne suis pas née dans un pays où le pays peut aider celui qui est dans la difficulté, donc il fallait vraiment à chaque fois apprendre à se débrouiller par soi-même. J'ai été élevée comme ça. L'ascenseur social, en fait, il fallait le construire et monter dedans. Il n'était pas tout prêt, c'est pas l'État qui nous offrait cet ascenseur social. Et à partir de là, c'est ancré en moi. Et encore une fois, la droite, c'est un discours aussi que j'ai entendu en 2007 qui correspondait à ces valeurs-là. Et c'est ce qui m'a amené à m'engager à droite plutôt qu'à gauche. Mais sincèrement, les valeurs avec lesquelles je suis arrivée en France, parce que je voyais la misère, la pauvreté au Maroc quand j'étais plus jeune, et ça me touchait profondément. Et je me dis théoriquement, si j'avais trouvé un terreau quand je suis arrivée, ou un discours qui correspondait en fait à ce que je portais comme valeur, j'aurais probablement été à gauche aussi. Le fait que j'ai à l'époque en 2007 un discours plutôt gauche bobo, parce que c'était Ségolène Royal, et ça correspondait pas du tout à des personnalités que j'écoutais à la télévision à l'époque. Je pense à Léon Blum par exemple, c'était des gens qui faisaient vibrer en nous, mais c'était toute notre âme qui le réveillait. Et je pense que où j'en reste, et ça, c'est des personnalités en fait qu'on a perdu, que la gauche a perdu, hélas. Et ce sont probablement ces personnalités-là qui manquent pour attirer des gens comme moi à gauche plutôt qu'à droite, clairement. Parce que je pense que je suis foncièrement sociale, que j'ai ça en moi aussi, de tendre la main. Mais voilà, donc c'est l'histoire qui fait que je suis à droite plutôt qu'à gauche. Alors pourquoi avoir axé d'emblée votre campagne sur la sécurité, sur les caméras, sur les policiers armés, etc. Ce qui vous donne une image à contrario de ce que vous dites. On peut encore une fois être de gauche et aimer la sécurité et l'ordre. C'est ça aussi. Il faut qu'on sorte de cette opposition de sécurité à droite et puis le social est à gauche. Il faut sortir de ça, parce que je pense qu'on le voit à la participation des Français, c'est que les gens ont abandonné en fait cette idée hyper clivante de dire que certains sujets doivent être portés par la droite et d'autres à gauche. Ce que j'ai porté, mais vraiment, c'était pas par calcul politique. J'ai vu des situations dans les quartiers et des situations de détresse que j'ai racontées à plusieurs reprises, notamment à un conseil municipal pour forcer la main à Florian Bercaud pour qu'il prenne en fait la mesure de ce qui se passe dans certains quartiers.
parce que j'ai de l'empathie pour les gens. Quand je les écoute, je vis avec eux leur malheur. Et quand une dame me dit, elle se met à chialer dans mes bras, à me dire mais je n'arrive pas à dormir, j'ai perdu mon travail parce que les dealers sont en bas de mon immeuble, j'élève un enfant toute seule et débarrassez-nous d'eux parce que j'arrive pas à élever mon enfant. Et quand je demande au bailleur social de me changer de quartier, il refuse parce que les Fourches, en l'occurrence, juste après les émeutes, c'était pas très attractif. Et quand on me raconte ça, je me dis, il faut faire quelque chose. Et comment est-ce qu'on pouvait déloger ces dealers? C'était par les caméras. C'est pour cette raison que j'avais fait une intervention au conseil municipal. Et ça avait duré 1h30 avec Florian Berco, en lui disant, mais il faut que vous réalisiez qu'il faut absolument déloger ces gens-là parce que ça a des conséquences sur des personnes qui ne peuvent pas sortir de ces quartiers. Et ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur mon côté social, en fait. C'est que ces personnes, moi je suis bien dans mon quartier. Je suis bien dans mon quartier. J'ai été cambriolée 2 fois, mais à la rigueur, c'est pas grave, j'étais pas à la maison. Mais je veux dire, ces gens-là n'ont pas d'autre choix que de rester là où ils sont. Ça veut dire que si on n'assure pas la sécurité de leur quartier, ils peuvent pas élever leurs enfants, ils peuvent pas protéger leurs enfants. Elle m'a dit quelque chose qui m'avait marqué, c'était, Madame Soultani, si vous étiez à ma place et que vous éleviez vos enfants dans ces conditions, est-ce que vous auriez réussi l'éducation de vos enfants? Ça m'a fait réfléchir toute la nuit en me disant, effectivement, je n'aurais pas réussi l'éducation de mes enfants. On a beaucoup de facilité quand on habite dans des quartiers chics pour élever ses enfants que quand on est dans ces quartiers-là. Et je me dis, le rôle d'un maire, c'est de permettre à ces mamans, surtout des mamans qui sont seules à élever leurs enfants, à leur permettre d'avoir un environnement qui leur facilite l'éducation de leurs enfants plutôt que d'aggraver leur environnement pour les mettre encore plus en difficulté. Même si les caméras, ça fait fuir les dealers, ils vont ailleurs, mais au moins, au niveau des écoles, au niveau de l'espace public, là où les enfants circulent, on évite quand même que les enfants assistent et voient en plein jour des trafiquants de drogue parce qu'on banalise en fait quelque chose qui est très grave. Vous nous dites que vous avez une fibre sociale, on vous croit. Vous avez pris quand même Philippe Royer qui lui était le pendant de vous en étant le premier adjoint, plus tourné vers le social, et vous étiez la tête de liste, une sorte d'équilibre. Pourquoi finalement cet aveu de différenciation, d'équilibre justement entre Philippe Royer et vous, vous étiez complémentaires, disiez-vous? Mais la complémentarité, on partage les mêmes valeurs. Sur le volet social, on partage les mêmes valeurs, parce que sinon on aurait été à l'opposé, on n'aurait pas été alignés. La complémentarité venait du fait que moi je suis fonctionnaire en fait. Je connais le monde économique de par mes responsabilités, notamment à la région, mais j'ai jamais été chef d'entreprise. Et pour moi, cette sensibilité aussi entrepreneuriale était très importante parce que j'imaginais Philippe Royer s'occuper aussi du commerce de centre-ville, s'occuper aussi de l'attractivité du centre-ville. Et le profil que je souhaitais pour pouvoir m'aider à porter, parce que ça va être un défi assez difficile à relever, que ce soit pour l'équipe qui a gagné ou pour nous si on avait gagné. Et j'avais besoin en fait de cette expérience pour m'aider à porter ça. Donc c'était plus la complémentarité, c'était plus dans les métiers qu'on a exercés dans nos parcours plutôt professionnels qu'en termes d'engagement social. Déjà, il faut regarder les résultats de très près. Quand on regarde les résultats, Florian Berco a gagné avec 30% des voix des votants. 30%. C'est-à-dire qu'il y a 70% qui n'ont pas voté pour lui. Soit ils ont voté pour une autre liste, soit ils se sont abstenus. Donc, 18 000 inscrits, 9 500 voix pour Florian Berco. Voilà. Donc du coup, on a... la moitié. Oui. Un peu plus. Donc, parce que c'est... Oui, un peu plus. Et donc, on a ici une situation quand même qui fait réfléchir. Donc, il ne faut pas se limiter aux 54%. Il faut regarder de très près la part de Lavallois qui ont voté pour le maire sortant et ne pas prendre la grosse tête pour pouvoir écouter. Je l'ai dit et répété pendant la campagne, ce qui remontait du terrain, c'est qu'il y avait en fait un manque d'écoute et de prise en compte des difficultés des Lavallois. Et j'espère que ça va être le cas les 6-7 prochaines années. Et c'est ce que j'ai répété pendant toute la campagne pour lui faire prendre conscience de cette méthode qui doit évoluer. Et par rapport au score, bien évidemment c'est un score assez important. L'écart entre notre liste et la sienne, elle est de plus de 20%, c'est beaucoup. Ce que je constate aussi, c'est que
Kamel Oulbi a dit clairement à Florian Berco qu'au deuxième tour, si la liste LFI passe, si la liste LFI ne passe pas au deuxième tour, ils appelleraient à voter pour moi. Ce qui est quelque chose d'assez incroyable. Moi, j'étais assez étonnée quand je l'ai appris. Et ce qui circulait par la suite dans les quartiers, c'est que, voilà, si jamais vous votez pour Kamel Oulbi, sachez qu'il va appeler à voter pour Samuel Soultani. Ça a marché. Ça a aidé Florian Berco à récupérer les voix de LFI, parce que je pense qu'il y a un vivier quand même d'électeurs de la France Insoumise qui est non négligeable. On l'a vu lors de des dernières présidentielles, dernières législatives. Donc il y a un vivier d'électeurs LFI. Quelle est l'intention cette histoire, non? Non, j'en sais rien, donc je sais pas. Mais en tout cas, c'est ce qui circulait dans les quartiers. D'où le score de mon point de vue de la France Insoumise et je dirais que Florian Berco a fait le plein clairement dès le premier tour, ce que je n'ai pas réussi à faire personnellement pour diverses raisons. Alors Florian Berco dans les quartiers, moi je suis allé sur place, je suis allé à l'école Badinter, je suis allé à Jules Verne, j'ai parlé avec des jeunes, tous les jeunes m'ont dit Florian Berco a fait des choses, il a fait la place du 11 novembre, c'est courageux, il a fait des choses dans les quartiers, etc. Bon. La région aménage le parvis de l'école, pour être tout à fait exact, Jules Verne. Bon, mais il y a ce sentiment que d'un seul coup, il n'y a plus de laisser pour compte dans les quartiers et que le mépris n'est plus là. Est-ce que ça a joué vraiment ça, ou est-ce que c'est votre histoire avec Kamel Oulbi qui appelait à cette histoire de voter pour vous si vous votez pour lui? Il y a plusieurs raisons. Il y a un manque de travail des 6 dernières années de l'opposition, je l'avoue et j'ai donné les raisons notamment. C'est une réalité parce que j'ai déjà été dans l'opposition entre 2008 et 2014 où là on était très très présent. Françoise Oqueto était aussi, on avait besoin aussi probablement dans notre liste d'un poids lourd politique qu'on n'a pas eu cette fois-ci et qu'on avait à l'époque avec Françoise Oqueto. Et à l'époque j'étais sur le terrain, j'étais dans les quartiers. Ce qui a en fait permis de gagner l'élection en 2014. Peut-être, je voudrais corriger un point. Le programme de rénovation urbaine, parce qu'il faut aussi rendre à César ce qui appartient à César. Le programme de rénovation urbaine de Saint-Nicolas, c'était moi. J'arrive en 2014, on gagne l'élection municipale. Le dernier délai pour déposer en fait la candidature de la ville de Laval pour bénéficier des financements de l'ANRU, c'était en février 2014. Donc on arrive en mars 2014, c'était trop tard. Et les agents me disent, il faut absolument qu'on dépose un dossier, même si on a dépassé le délai, parce que ce serait dommage de ne pas bénéficier de financement de l'ANRU 2 pour un quartier qui en a besoin. Et donc, Françoise Oqueto intervient pour qu'on puisse déposer le dossier, et on dépose le dossier et on est accepté, mais avec des financements beaucoup moindres que ce qu'on avait eu dans le cadre du programme de rénovation urbaine des Pommeries. Parce qu'à l'époque de François Hollande, pourtant il est de gauche, il a voulu prendre en compte uniquement des poches de précarité dans les quartiers, ce qui ne nous a pas permis de bénéficier de beaucoup de financements à l'époque, et le programme de rénovation urbaine a démarré à ce moment-là. Et en fait, on raconte une autre histoire dans le quartier, parce qu'on est un très bon communicant aussi, du côté de Florian Berco, il faut lui reconnaître ça. Il raconte une autre histoire en faisant croire que le projet de rénovation urbaine, c'est lui. Parce qu'en fait, entre le moment où on engage la candidature, le moment où les travaux commencent à se voir, ça demande quelques temps. On avait commencé par les travaux au niveau de la démolition des tours, au niveau de la rue de Tours, l'avenue de Tours. Ça avait été fait sous le mandat de Françoise Oqueto. Et tout le reste, c'était dans la continuité d'un programme de rénovation qui avait démarré auparavant. Pareil, les dispositifs de démocratie locale, puisque j'étais adjointe en charge notamment de ces outils-là, j'en avais mis en place un certain nombre qui ont été supprimés. Ça, c'est ma fibre sociale aussi. Et j'étais dans tous les quartiers et j'ai fait participer les jeunes. Rappelez-vous le Fit Park qu'on avait porté, et j'étais fière des jeunes qui avaient porté ce projet-là. C'était une première dans notre ville que des jeunes portent un projet participatif dans leur quartier, donc c'est les quartiers du pavement. Et en fait, on a initié quelque chose pendant cette période-là. On n'a pas abandonné les quartiers, loin de là, mais on avait engagé des choses qui ont été poursuivies par la suite.
Encore une fois, c'est bien de raconter une autre histoire, mais c'est mieux de revenir en arrière pour être honnête et raconter le début de l'histoire. Bien sûr qu'il y a eu une contribution assez importante de Florian Berco, parce qu'il y a eu Camille Pétron qui est aussi très très ancrée dans les quartiers. Elle a aussi cette sensibilité, bien sûr, et je reconnais tout le travail qu'elle a accompli dans ces quartiers, mais l'histoire n'a pas commencé en 2020. Alors justement, Florian Berco dit souvent que vous êtes dans la réécriture de l'information. Il a dit que vous étiez la candidate de la désinformation, elle l'a dit officiellement, donc ça fait jamais plaisir d'entendre ça. Et puis en même temps, on sent bien que vous avez envie de rectifier les choses qui se sont passées en disant, comme vous venez de le dire, c'est moi, ce n'est pas lui. Est-ce que c'est pas un peu gênant quand on s'adresse à des électeurs qui ne connaissent pas grand-chose finalement, d'avoir donné l'impression qu'on est un peu dans une sorte de rectification et de revanche? C'est pas de la revanche. J'ai toujours eu à cœur de dire la vérité. Je pense que j'ai prouvé depuis toutes ces années que je suis quelqu'un d'honnête. Jamais on trouvera, pourtant il y a des traces partout, Samia qui a dit quelque chose il y a 10 ans, elle a dit le contraire 10 ans plus tard. Quand je dis quelque chose, c'est que c'est documenté, c'est peut-être la déformation professionnelle parce que je suis enseignante et du coup on n'enseigne pas n'importe quoi, on documente et on ne dit pas n'importe quoi à nos étudiants. Quand je dis quelque chose, c'est que c'est documenté. Et quand j'avance des arguments, je peux me tromper, donc ça c'est pas un problème, et je peux le reconnaître. Mais quand j'avance quelque chose, c'est que je suis sûre de moi. Et sans revanche, parce que j'ai mené cette campagne vraiment de la manière la plus sereine possible. Je n'ai pas répondu aux attaques, parce que moi aussi j'aurais pu sortir des gros mots, diaboliser les adversaires, j'aurais pu jouer à ça, je ne l'ai pas fait. Et je n'ai pas voulu en fait tomber dans ce piège-là, parce que je pense que c'était quand même un piège qui m'était tendu pour que je donne l'image d'une Samia Soultani agressive, etc. Parce que pareil, c'est facile de coller sur le dos d'une femme l'hystérie et l'agressivité. Donc un homme, on ne dit jamais qu'il est hystérique, on ne dit jamais qu'il est agressif, mais une femme, c'est très facile. Donc je me suis dit, j'ai une image à préserver, notamment par rapport aux jeunes dont je parlais tout à l'heure. Je voulais leur donner une belle image, en fait, de l'engagement politique, pour qu'ils espèrent et qu'ils se projettent pour pouvoir porter en fait des valeurs par la suite. Donc il n'y a pas de revanche. Sincèrement, il n'y avait aucune revanche, sinon j'aurais été beaucoup plus méchante pendant la campagne, ce qui n'était pas le cas. Donc je me défendais quand je me faisais attaquer, je revenais à chaque fois au projet, parce que ce que je voulais porter, c'était un projet qui me tenait à cœur, vraiment. Donc, la campagne a été relativement soft. Grâce à moi. Lisse, dirions-nous. Est-ce que vous diriez qu'elle a été lisse? Est-ce que vous avez pu dire tout ce que vous vouliez? Est-ce que vous avez des regrets? Sincèrement, aucun, parce que j'ai dit ce que j'avais à dire en faisant attention de ne pas stigmatiser ou diaboliser mes adversaires. J'ai veillé à ne pas les diaboliser parce que je sais qu'il y a des hommes et des femmes derrière chaque candidat et j'avais pas envie de blesser. Même si parfois j'avais quelques attaques qui me blessaient, bien sûr, mais ça va. Avec quelques années d'expérience, l'avantage c'est que on est armé pour ne pas se sentir fragilisé parce qu'il y a une ou deux attaques. Et j'ai tenu bon. Et sincèrement, ma fierté, c'est d'avoir tenu bon pour ne pas tomber dans l'agressivité, dans les coups pour coups. Et ce que je voulais porter, c'était vraiment un projet. Donc mon regret de ne pas être au deuxième tour, c'est de ne pas avoir eu l'opportunité de détailler mon projet. Parce que c'est vrai que les formats de débat qu'on a eu avant le premier tour, parce qu'il y avait 5 listes, c'était hyper réduit. Donc on pouvait dire en 5 minutes, il fallait présenter un projet. Donc c'est juste pas possible. Et vraiment, mon plus grand regret, c'est de ne pas avoir pu porter ce projet qui me tenait à cœur, parce que chaque proposition, je l'ai réfléchie, je l'ai portée avec conviction. Et je voulais que les Lavallois entendent en fait ce projet et qu'ils approfondissent leurs réflexions avant de voter pour comparer les projets l'un contre l'autre avant de se décider au deuxième tour. 1 an d'opposition, vous allez siéger, vous serez chef de file, vous allez être tel que vous êtes. Vous allez changer quelque chose ou pas? Non. Oui. Bon. Et puis dans 1 an, les élections présidentielles et puis les législatives. Alors,
est-ce que vous serez aux législatives? Non, je ne serai pas aux législatives. Et je vais expliquer pourquoi. Je me suis déjà présentée à 2 reprises. J'y ai cru. Quand je me présentais, j'avais comme image des François Daubert, des Jean Arthuis. J'avais encore l'image des anciens, en fait, avec un certain prestige d'être parlementaire et un certain poids aussi en tant que parlementaire pour revenir dans son territoire et porter son territoire et être le porte-voix de son territoire. C'est comme ça que j'imaginais en fait le travail d'un parlementaire. Avec le non-cumul des mandats. Et moi, j'ai toujours été pour le cumul des mandats, et je l'assume, je l'ai assumé même quand c'était pas à la mode, pour une raison simple. Parce que je me dis, un parlementaire qui n'a pas de mandat, notamment de maire, c'est qu'en fait, il devient un élu qui fait de la figuration. Parce qu'il ne suffit pas de couper des rubans pour porter des projets, pour les concrétiser, parce que du coup, on commence à être dans la communication, dans l'opportunisme aussi, parce qu'on va sauter sur des sujets parce qu'ils sont d'actualité, et on va les porter pour qu'on parle de nous, mais concrètement, ça n'apporte rien au territoire. Et je trouve que depuis qu'on a supprimé le cumul des mandats, ça ne rend plus service au territoire. Ça avait des travers, sûrement, et c'est pour ça qu'à un moment donné, je me suis dit, il vaut mieux voter un non-cumul des indemnités, comme ça au moins on va voir les motivés, les plus motivés d'entre eux, qui sont là pour les bonnes raisons plutôt que d'être là pour cumuler des indemnités. Non-cumul dans le temps aussi, parce qu'à un moment donné, il faut laisser la place aux jeunes, parce qu'ils fonctionnent différemment et parce qu'on ne répond plus à leurs attentes. Mais le cumul des mandats avait son intérêt. Et aujourd'hui, honnêtement, quand je vois de loin ce qui se passe à l'Assemblée nationale, la question que je me pose à chaque fois, est-ce que c'est ce que tu veux pour toi? Au-delà de toute ambition politique, je me dis, est-ce que tu te vois là-dedans? Et je me dis à chaque fois, non, je ne me vois pas là-dedans. Parce que moi, je suis vraiment dans le concret. J'ai envie de faire aboutir des projets. Et c'est pour cette raison, probablement, que je m'épanouis aussi dans mon mandat de vice-présidente de région, parce que je mène des projets. Je suis vraiment une femme de projet. Il faut que je pars de la page blanche et je vois le projet se construire, se concrétiser. Et c'est ça ma fierté, en fait. C'est pas couper un ruban. Si je coupe pas un ruban, ça ne m'empêche pas de dormir. Par contre, si je rate un projet, ça m'empêche de dormir. Alors, est-ce qu'on verra votre nom, Samia Soultani Vigneron, sur un bulletin prochainement? Non. Au département, non? Non, je suis conseiller régional jusqu'en 2028. Je vais voir ce qui va se passer en 2028. C'est un mandat qui me passionne et on verra. Non, les départementales, je laisserai les jeunes, les nouveaux, à s'implanter parce que c'est une élection aussi qui prépare la suite et je ferai tout pour que ces jeunes puissent trouver leur place. Donc ça veut dire quoi finalement? Ça veut dire que vous allez laisser glisser votre mandat de conseillère régionale et d'élu de l'opposition, et puis après... On verra, mais on verra quoi? Non, on verra. Moi, encore une fois, mon rôle aujourd'hui, c'est... j'ai appris avec la politique de ne jamais me projeter au-delà d'1 an, pas plus. Parce qu'avant, je me projetais d'une élection législative à l'autre et j'ai vu le résultat. Parce qu'il y a plein de choses qui ne dépendent pas de nous, en fait. Et le contexte, en plus, politique aujourd'hui, il est tellement mouvant par rapport à il y a quelques années où ça va, c'était une alternance droite-gauche, et puis voilà. Il y avait encore une fois une base électorale qui était acquise, quelle que soit la configuration et l'élection nationale. Aujourd'hui, on est sur un terrain mouvant. Moi, je suis incapable de dire ce qui va se passer déjà l'année prochaine. Qui sera candidat, qui va gagner les présidentielles, alors qu'il y a quelques années, on commençait déjà à voir quelques profils qui perçaient et on commençait déjà à deviner ça allait se jouer entre 1, 2, 3 candidats. Aujourd'hui, je suis incapable de dire qui, parmi ceux qui sont aujourd'hui, qui se préparent à cette grande élection nationale, qui est-ce qui sera en mesure de la remporter. Et derrière, il y aura forcément un impact sur les élections législatives. Et c'est pour cette raison, moi, je vis au jour le jour. Pourtant, je suis quelqu'un qui anticipe pour le reste, mais pour la politique, je vis au jour le jour. Et ma responsabilité aujourd'hui, c'est de réussir ce début de mandat au sein de l'opposition municipale et de protéger aussi les jeunes qui arrivent, parce que ça peut être brutal aussi d'être dans l'opposition. Je l'ai connu quand j'ai débuté, et maintenant ça fait un peu moins d'effet, c'est l'expérience qui parle, mais ma responsabilité, c'est prendre les coups pour eux, pour qu'ils ne soient pas dégoûtés et qu'ils n'abandonnent pas. Je veux qu'ils s'accrochent et qu'ils se battent jusqu'au bout. Une femme de conviction, à droite, sans étiquette. Aucune étiquette. Aucune.
Même, par exemple, Horizon, Non, aucune. de Christelle Morancet, pour rejoindre Christelle Morancet? Non, aucune, parce que je ne suis pas encore convaincue par ceux qui représentent ces partis. J'ai besoin d'une incarnation, en fait. Un parti n'est rien sans les hommes et les femmes qui le constituent. J'ai besoin d'une incarnation, et c'est cette personne qui me donne envie ou pas de m'engager dans un parti. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas.